Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Good afternoon, everyone. Welcome to the Midday bilingual newscast on Équinoxe Television. La fleur signée. Good afternoon. Good afternoon, Innocent Azé. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle édition du journal bilingue sur Équinoxe Télévision. En ouverture, 6 individus soupçonnés d'appartenir à un gang de malfrats armés ont été interpellés par la brigade de recherche de Douala 2. Ils seraient liés à une série de braquages orchestrés dans plusieurs quartiers commerciaux de la cité capitale économique. Les détails de leur arrestation avec Pascal Tanké et Nossa Abega. Ils ont entre 21 et 34 ans. 6 présumés membres d'un gang de braqueurs interpellés à Douala par les fins limiers de la brigade des recherches de Douala 2. En leur possession, un pistolet automatique, 4 balles et 3 machettes. Un arsenal qu'ils utilisaient pour leurs opérations criminelles. L'une de leurs victimes, Stéphane Jouengatche, un opérateur commercial. J'ai été agressé le samedi 22 mars 2025 au niveau de la Total BPCT. On m'a pris une somme de 814 000 francs avec tous mes 2 téléphones. Suite à une alerte, l'adjudant-chef-major Jean-Éric Tchefang, commandant de la brigade des recherches de Douala 2 et ses éléments, ont lancé une opération de filature qui a mené à l'arrestation de ces présumés malfaiteurs et à la reconstitution de leurs actes. Un certain Jappy Frank, alias le voyageur, a réuni son gang constitué de 6 autres comparses, tous au-dessus de 2 motocyclettes, pilotés par des pilotes choisis par eux. Et après avoir repéré le nommé Ganche Sejachen, leur victime, qui est un agent commercial Orange Money, ils vont sous la menace des machettes et pistolets automatiques le dépouiller. C'est l'arrestation d'un certain Aboubakar Sidi qui a permis de remonter la piste des 5 autres suspects retrouvés dans les quartiers PK12 et Bonakwamwang. Une perquisition faite au domicile du chef de gang va conduire à la découverte et la saisie de leur pistolet automatique. L'exploitation des suspects va permettre de découvrir qu'ils sont à l'actif de plusieurs autres braquages, des points Orange Mobile Money dans la ville de Douala, en l'occurrence celui de Sieur Ibrahim Abdoulaye au carrefour CCC en février 2025 et celui de Dame Makouga Augustine le 16 février 2025 où ils ont emporté la rondelette somme de 450 000 francs ainsi que des téléphones portables. Tandis que les 6 suspects seront présentés devant la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés. La traque continue pour retrouver le chef de gang, encore en cavale. Les autorités appellent la population à la vigilance et à la dénonciation de toute activité suspecte. Parlons de l'insécurité à Bassamba dans le département d'une des régions du région de l'Ouest Cameroun. La montée du grand banditisme dans cet arrondissement inquiète les populations. De nombreux commerçants sont devenus la cible de ces malfrats qui sèment la terreur dans la localité. C'est un reportage de Narcisse Sobzi. L'arrondissement de Bassamba dans le département d'une des à l'Ouest Cameroun semble devenu au jour le jour l'un des fleurons de l'insécurité galopante où des malfrats sans foi ni loi donnent chaque jour des insomnies aux paisibles citoyens qui demandent pourtant qu'à vaquer les occupations quotidiennes. De jour comme de nuit, ces malfrats s'en prennent aux commerçants. Dans ce magasin où on se livre à la vente en gros des boissons gazeuses, ils ont été sans pitié pour les propriétaires. C'est inadmissible à Bassamba qu'on vole une semaine jour et jour à Bassamba, qu'on casse et que nous avons les gens en tenue à Bassamba. Nous sommes victimes de vol à Bassamba. Nous sommes victimes d'abattre quelqu'un à Bassamba. Ce n'est pas la première fois. Cette maman ne sait plus à quel sens se vouer. Commerçante de bananes plantain, les malfrats, avec ce couteau, ont coupé son sac, emportant tout son capital avant d'éventrer la porte de son magasin.
Non loin de là, cette mini-quincaillerie a aussi été visitée par ces hommes sans foi ni loi. D'ici désormais à Bassamba de faire confiance à son entourage. Nous supportons le gouvernement qui a l'insécurité ici à Bassamba. Des agressions par-ci par-là chez les bains, dans les sous-quartiers, par-ci par-là, on a l'insécurité. Pour les populations de Bassamba, l'État doit user de la force pour pouvoir organiser la vie sociale. Sans ce pouvoir de force, l'État sera toujours faible et incapable de garantir l'ordre public. Donc, nous avons peu de gendarmes à Bassamba. Aussi, le pouvoir pouvait augmenter le nombre de gendarmes à Bassamba. Parce que quand les bandits passent comme ça freine l'évolution du village. L'autre cas d'agression ici à Bassamba, qui avait défrayé la chronique il y a environ un mois, avait abouti à un meurtre. Le bourreau n'était autre qu'un habitant du quartier, repris de justice. Vivement que des mesures urgentes soient prises par les pouvoirs publics afin que le calme et la sérénité reviennent à Bassamba. À Yaoundé, un collectif d'avocats dénonce des irrégularités dans les enquêtes sur la disparition d'un corps en janvier dernier à l'hôpital central de Yaoundé. 13 personnes travaillant à la morgue de cette structure hospitalière sont en garde à vue depuis le 4 mars 2025. Les avocats ont saisi le tribunal pour demander leur libération. C'est un reportage de Marcelin Ganso. Voici un mois qu'ils croupissent dans les geôles de la brigade de recherche de Yaoundé 1, sans que l'enquête ne connaisse une réelle avancée jusqu'ici. Les 13 employés en service à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé broient du noir, dans une affaire dont le déroulement des enquêtes ne satisfait pas leurs avocats. Ces personnes ont été déférées devant le procureur. Le procureur a retourné pour complément d'enquête, mais nous sommes aujourd'hui à un mois dans une enquête que nous pensons, parce que quand on nous interpelle, nous pensons que les indices graves et concordants sont déjà réunis pour vous garder. Mais vous allez voir, ça fait un mois. On ne nous dit pas si ça évolue ou si ça n'évolue pas. Il y a cela peut-être 2 ou 3 semaines, on nous a dit qu'il y avait une garde à vue administrative. Les avocats dénoncent ce qu'ils qualifient d'ignition malheureuse de l'administration dans le judiciaire. Alors que nous attendions que cette enquête soit clôturée et que les suspects soient renvoyés devant le procureur, nous avons été surpris par le fait qu'on leur notifie des gardes à vue administratives, signées, dit-on, du préfet d'une Fundi. La loi de 1990 relative au maintien de l'ordre, en son article 2, prévoit que la garde à vue administrative, dans le délai de 15 jours, ne peut être ordonnée que dans le cas du grand banditisme. Toute la question était celle de savoir si le vol d'un corps dans la morgue constituait le grand banditisme. Pour le conseil des 13 suspects, la place de leurs clients n'est pas dans une cellule, dès lors que ces derniers présentent des garanties, telles que prévues par la loi. Nous avons donc saisi le tribunal de grande instance d'une Fundi, et notamment le président du tribunal de grande instance de Yaoundé, par une action en habeas corpus, c'est-à-dire en libération immédiate. La cause sera appelée le 8 avril 2025. C'est le 31 janvier dernier que l'affaire a éclaté, avec la disparition de la dépouille de Dame Gono Aïna Honorine, veuve Eyebe. Sa famille venue pour la levée de corps va se retrouver devant un fait accompli. C'est ainsi que le 4 mars, 13 employés de la morgue de l'hôpital central de Yaoundé vont être interpellés, puis placés en garde à vue. Comment renforcer l'engagement des communautés dans la lutte contre les pandémies et les épidémies qui affectent le Cameroun? Ce sujet était au cœur d'un plaidoyer de la société civile à Yaoundé. Lors de la rencontre, plusieurs propositions pour une action collective intégrant les droits humains ont été faites. C'est un reportage de Marcelin Ganso. L'enjeu est de taille, puisqu'il est question de booster davantage l'engagement communautaire dans la préparation et la réponse aux pandémies qui surviennent dans notre pays. Les actions menées jusqu'ici montrent qu'il y a encore du pain sur la planche. La dernière mise à jour de notre profil d'engagement communautaire montre des progressions extrêmement lentes. Nous avons identifié une vingtaine de comités, mais à peine 2 comités intègrent les organisations de la société civile. Les efforts doivent être encore faits et ils doivent être significatifs parce que c'est cette participation qui permettrait que les politiques soient centrées sur les droits, équitables et en termes d'égalité de genre. Le projet Cooper, mis en œuvre depuis juillet 2024, vise donc à favoriser la participation effective des communautés et de la société civile aux processus et mécanismes nationaux liés à la préparation et à la réponse aux pandémies.
L'objectif est de s'assurer que les politiques, stratégies et programmes nationaux de préparation et de réponse aux pandémies intègrent l'équité en matière de santé, les droits de l'homme et l'égalité des sexes. Il s'agit de la finalisation de l'agenda de plaidoyer afin de permettre que les communautés soient représentées et intégrées au niveau des instances qui parlent de la préparation à la réponse aux épidémies et aux pandémies. Cette représentativité permettrait que les politiques et les stratégies puissent être équitables, centrées sur les droits, avec une égalité de genre, mais aussi une opportunité supplémentaire pour mieux engager les communautés, les organisations dans la société civile, dans le déroulement actuel du fonds de pandémie, parce que c'est une conditionnalité pour la réussite du pays. Avec la mise à jour du plan de plaidoyer sur l'engagement communautaire dans la préparation et la réponse aux pandémies, la société civile marque un pas important dans la lutte contre celle-ci. Une lutte qui fait appel à la participation de divers acteurs, surtout des communautés. Dans la page politique de ce journal, alors que la candidature de Paul Biya à la présidentielle est encore incertaine pour beaucoup, des sources indiquent qu'un cabinet stratégique serait déjà à l'œuvre à Etoudi pour lancer sa candidature. Ce cabinet constitué de plusieurs membres du gouvernement tels que Ferdinand Gongo, Joseph Diangouté et Louis-Paul Motazé aura pour mission, entre autres, de peaufiner les axes de la candidature de Paul Biya et préparer sa campagne électorale. C'est un reportage signé Aïksiri Gizogo. Si jusqu'ici la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025 n'est pas encore confirmée, néanmoins des sources indiquent que c'est le branle-bas à la présidence de la République autour de son éventuelle participation à ce scrutin. Ainsi, un cabinet stratégique présidé par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, aurait déjà été mis en place pour mettre la main sur les ressorts de cette candidature de Paul Biya. La vice-présidence de ce cabinet est occupée par Samuel Vondayolo, le directeur du cabinet civil, tandis que parmi les membres, on retrouve entre autres Oswald Baboké, le directeur adjoint du cabinet civil, et Talba Mala, le ministre des marchés publics. Le premier ministre Joseph Diangouté devrait être porté comme directeur de campagne de Paul Biya dans les prochains jours. C'est la mécanique de cette stratégie qui a déjà conduit le secrétaire général de la présidence de la République sur le terrain, dans l'extrême nord, puis sur la boucle routière de la Léquier, la logique consistant à répondre aux points critiques issus de la non-satisfaction des promesses de 2018. Avec le dévoilement de cette stratégie au grand jour, on sera alors loin de l'évitement qui jusqu'ici a eu cours autour de la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Après les discours du 31 décembre à la nation et du 10 février à la jeunesse, malgré des intentions clairement affichées du président de la République à rempiler, ses lieutenants s'étaient fendus en dénégation. Tout porte à croire que le temps du jeu de Colin Maillard est bien passé à propos de la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Ce reportage de Guy Zogo et Joël Essengue met fin à la première partie du journal. La seconde en anglais, c'est avec vous, Innocent Azé. Good afternoon once more. Thank you, lovely listener. Good afternoon once more to you. And to you, viewers, good afternoon. Thanks for staying with us. We begin with politics to talk about President Paul Biya's candidacy that's still unofficial, as he has not made an official statement, or even his party, if he will be running for the 2025 presidential election or not. However, information suggests that a strategic cabinet meeting has been taking place in the Unity Palace to see how to put President Paul Biya on for the upcoming presidential election. We have details in this report compiled by Immaculate Fogwe. Although President Paul Biya's candidacy for the 2025 presidential election remains unconfirmed, sources suggest a surge of activity at the presidency regarding his potential participation. A strategic cabinet led by Ferdinand Gongo, Secretary General at the presidency, has reportedly been established to spearhead President Paul Biya's campaign. Samuel Vondo Ayolo, Director of Civil Cabinet, serves as Vice President, alongside other key members including Oswald Baboké, Deputy Director of the Civil Cabinet, and Ibrahim Taba Mala,
Minister Delegate at the Presidency in charge of public contracts. Prime Minister Chief Joseph John Gute is expected to be appointed campaign director soon. This strategic move has already prompted the Secretary General to engage in field activities, particularly in the Fana region and in Lekki Division. The goal is to address concerns stemming from unfulfilled promises made in 2018. Following his December 31st and February 10th speeches, where he expressed his intentions, supporters are now rallying behind his potential campaign. The era of uncertainty surrounding President Paul Biya's candidacy appears to be ending. Absentee civil servants in the Dogamantung division of the Northwest region of Cameroon have been issued a yellow card and asked to report to work or be sanctioned. This was made by the senior divisional officer for the Dogamantung during a divisional security coordination meeting in Kambe. He also noticed that the Dogamantung division is still faced by a series of crises, especially as is found on the borders with the Bui division and the Federal Republic of Nigeria. For me, Armstrong Sander. The Dogamantung division, like every other part of the English-speaking northwest and southwest regions of Cameroon, has been severely impacted by the ongoing socio-political crisis, imposing a host of challenges, including security concerns, trans-border crime, poor infrastructure, and issues related to international transhumance with the neighboring Federal Republic of Nigeria on cattle, challenges which were at the center of focus at the Dogamantung Divisional Security and Administrative Coordination meeting organized in Kambe, chaired by the Senior Divisional Officer for the Dogamantung Division, Basilican George Emmanuel Magloire. The meeting focused on three main objectives. First, to discuss ways to improve the division's development and security in the new year 2025, review the new projects allocated to the Dogamantung Division in 2025, and introduce the new finance law and its implementation in the division. Then, to analyze the challenges faced in 2025 and develop strategies to overcome them in the new year. The construction work of the national roads is also ongoing with the three companies, Bofas, Mark, and Burns. See that the population are very happy with work done so far, which has also facilitated the movement of passengers. The senior divisional officer also emphasized on the importance of absentee government officials resuming their duties, warning that he would not tolerate absences in 2025. Additionally, the meeting reviewed the Ring Road project, which spans across three subdivisions of the division, and its potential drive to economic growth in the area. And the government of Cameroon is making strides to development the tourism sector. This is based to better the leisure facilities enjoyed by the local population and also tourists visiting the country. In the meantime, local residents are constantly seeking opportunities and will help them free their minds. The Douala Dibamba Oriental Park is currently under construction. That is at the Misole in the Senegal Maritime Division of the Litowa region. It is expected to finish in the years and will impact tourists greatly. Cedric Chakucho reports. Cameroon has not always been known as a major tourist destination in its large metropolitan cities. Local residents are constantly seeking for places where to rest and have fun for a moment. The Douala Dibamba Oriental Park, currently under construction, promises to be a driving force for the tourism sector in Cameroon. It is a major project for the city of Douala in terms of attractivity, in terms of tourism. We are sure that we will try to do all the best in order to bring people here to Misole too. It is thanks to the cooperation between Cameroon and China that this attractive and innovative project will be born, allowing the city of Douala to serve as a driving force for the development of surrounding towns. The particularities are that we have everything in one spot. We have the hotels, we have different parks. For example, we have an aquatic park and we have a terraced park on the spot. All these two parks and with the hotel, you don't need to go somewhere else. If you need anything, everything is on ground.
We have supermarkets, we have markets, everything. You just need to come here with your car, you park your car, you can stay here for a year or two. You can stay here as you like. So. The park embodies the collective desire to provide Cameroon with a touristic destination capable of competing with international standards. We also have an advantage of a 2 years execution time. So that execution time, we still have a lot of Cameroonians, youths, that we're going to employ during the period of execution, before the exploitation. So it's a lot of an added value for the country and for the area, Zibamba. Covering an area of 74 hectares, the park will include 2 other parks and many other attractions to delight Cameroonians. And now we talk about health experts who met with some students in Limbe, in the southwest region of the country, to educate them on the disadvantages of early pregnancies. They told the students that early pregnancies has nothing to bring but destroy their future. According to results of a research found in the epidemiological survey in schools and obstetrical outcomes, the prevalence of early pregnancies are within the school milieu, with around 6.5% of young girls affected. During a sensitization workshop at a private school in Limbe, the young girls were advised to avoid zones dangerous to their well-being. You should avoid staying in certain areas you dress decently, because there are so many things that bring about rape. You cannot just be raped, even though the world has become unbecoming. The majority of it is we, the women, who look for it. The gathering that brought together health officials was an opportunity to let the female students know the steps to be taken if raped. The first thing, you report it as early as possible while you still have all the evidence. When you report it, they'll take you to the hospital for a medical examination to ascertain if you were raped or you actually indulged into the activity and enjoyed it with a man and later accused him of rape. This sensitization exercise came at a time that even the students of the institution have been victims of early pregnancies, with some male students even arrested. If such is allowed to continue, Cameroon won't forge ahead, says an expert. When young girls are involved, when they're pregnant, they will stop school. And the bright future for us, we wish a brighter future for our girls, for our young Cameroonians. It's the future of our country. While they are staying at home without going to school, we cannot be a Cameroonian one. With the sensitization talk, many are hoping that the students will practice all what they received from the experts. And that's it for this midday bilingual newscast on Équinoxe television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. We're hoping to be here tomorrow, same time. Have a nice day. Have a nice day, Innocent Nazer. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent.